Alors, moi j'ai Christian Roy ou Monsieur René Lève. Donc, je ne sais pas qui... Alors, c'est Christian. Oh là là. Oui, j'allais dire que c'est un peu comme pour la mystique dont on ne peut pas parler, qui est ineffable, Christian Roy, et on peut pas il n'est pas présentable parce qu'il a tout fait, tout dit, c'est l'homme universel, encyclopédique. Alors heureusement, il m'a... Et un parfait inconnu en plus. Alors, oui, mais tout ça forme un cercle. Alors, il est historien de la culture, formé à... L'université McGill. Oui, mais je ne m'écoute pas là. Formé à l'université McGill de Montréal, chercheur indépendant, spécialiste de la tradition intellectuelle personnaliste dont il va nous entretenir aujourd'hui, une figure méconnue. Mais il est aussi l'auteur d'un ouvrage de référence générale, une encyclopédie des fêtes traditionnelles de toutes les cultures. Il est également critique d'art et de cinéma, mais gagne sa vie comme traducteur entre plusieurs langues. Donc je vous ai dit, c'est l'homme encyclopédique par excellence et nous lui donnons la parole. Sobre la presentación, he dicho que era el hombre universal y enciclopédico, para hacerlo muy corto. Ouais. Mais par procuration. Alors là, je vais vous parler d'un véritable homme encyclopédique transdisciplinaire à partir de sa propre créativité, alors que moi, je suis que le commentateur. Hein. Alors, et donc, le titre de ma communication, en fait, a été tronqué dans le programme. Je vais vous le lire au complet. Et donc, c'est un cogito de la chair, avec point d'interrogation. La notion psychopathologique de contact vital avec le réel d'Eugène Minkowski et ses usages transdisciplinaires dans la pensée d'Arnaud Dandieu. Donc, cette communication s'inscrit parmi mes efforts de longue date pour faire connaître la pensée transdisciplinaire d'Arnaud Dandieu, intellectuel connu surtout à titre de théoricien du groupe personnaliste Ordre Nouveau, typique du milieu dit des non-conformistes des années 30 dans leur tentative de renouvellement de la pensée politique française. Il ne faisait nul doute pour ses contemporains que sa mort prématurée à 35 ans, en 1933, leur avait dérobé l'un de leurs penseurs les plus prometteurs, le Bergson de sa génération, on peut dire Daniel Rops. Ce n'était pas mal vu puisque Dandieu, en fait, se voulait un continuateur de Bergson en collaboration avec Eugène Minkowski, qui publia la même année Le Temps vécu, un livre qu'on trouve dans la collection Quadrige des presses universitaires de France, recueil d'études phénoménologiques et psychopathologiques dont Jacques Lacan rendit compte dans la revue Recherche philosophique d'Alexandre Coiré, et où écrivaient Minkowski et Dandieu. Considéré comme le fondateur de la psychiatrie phénoménologique avec son ami Ludwig Binswanger, Minkowski soulignant en note au Temps vécu qu'Arnaud Dandieu a eu le mérite de mettre en relief la portée générale des notions nouvelles de la psychiatrie moderne en les confrontant avec les tendances philosophiques contemporaines. D'ailleurs, Dandieu avait écrit une anthologie des philosophes français contemporains. C'est son premier livre en 1929. Dandieu était particulièrement tributaire des notions de distance vécue et d'ampleur de la vie, telles qu'appliquées par Minkowski, comme déjà par Binswanger, à une psychopathologie de l'espace vécu, comme correctif au postulat bergsonien d'une opposition fondamentale du vivant et du mort, de l'intuition et de l'intelligence, et enfin du temps et de l'espace, l'espace servant autant de repoussoir, puisque vu uniquement sous son aspect mathématique et intelligible par Bergson. L'aspect mort de l'espace semble d'ailleurs exclure a priori pour Minkowski la possibilité de modification plus profonde de la personnalité qui soit de nature vraiment spatiale.
De là le rôle effacé qui semblait échoir à l'espace dans les recherches d'ordre structural. Et je note en passant que c'est Minkowski qui a introduit la notion de structure dans la psychologie, la psychiatrie française, comme l'a reconnu Lacan. Et là, je cite encore Minkowski dans Le temps vécu. Il existe cependant un espace vécu. Bergson parle toujours de temps vécu, mais Minkowski lance la notion d'espace vécu comme il existe un temps vécu. L'espace ne se réduit point pour nous à des rapports géométriques, dit-il, rapports que nous établissons comme si, réduits nous-mêmes au simple rôle de spectateurs curieux ou de savants, nous nous trouvions en dehors de l'espace. Nous vivons et agissons dans l'espace, et c'est dans l'espace que se déroule aussi bien notre vie personnelle que la vie collective de l'humanité. Dans le sillage de Minkowski, Dandieu a donc fourni à la revue Documents de Georges Bataille, son collègue à la Bibliothèque nationale, sa définition de l'espace ainsi qu'un compte-rendu sur les fondements de la dualité de l'espace polarisé entre le rationnel et le réel dans la philosophie des sciences d'Émile Meyerson. Cette dualité paraissait à Dandieu validée par l'identification clinique qu'opérait le docteur Minkowski entre, d'une part, un espace concret antérieur aux données de l'intelligence et qui survit à celle-ci dans la démence, et, d'autre part, un rationalisme morbide caractérisant la schizophrénie comme perte de contact vital avec la réalité, soit avec l'ici maintenant concret. C'est donc de Minkowski que s'autorisera Dandieu pour relever des symptômes schizoïdes dans des phénomènes sociaux tels le nationalisme ou la mondialisation des institutions financières. Dès son manifeste programme inédit « L'esprit révolutionnaire » de 1929, Dandieu se propose en outre d'entreprendre dans tous les domaines théoriques et pratiques la réfutation du parallélisme psychophysique favorisé par les méthodes cartésiennes. Il affirme que le rapport entre sujet et objet, esprit et matière, besoin et marchandise préexiste à ces termes, ayant part au contact réussi avec le réel que marquerait le plaisir, d'après Minkowski, manifestation d'une sympathie primant les pathies dont traite la psychologie comme s'il s'agissait d'accidents d'une monade isolée. C'est déjà Bleuler, auprès de qui avait étudié Minkowski, avait travaillé Minkowski, qui avait dégagé les deux principes fondamentaux de la vie, aussi indispensables l'un que l'autre. Je cite, « La syntonie vise le principe qui nous permet de vibrer à l'unisson avec l'ambiance, tandis que la schizoïdie, au contraire, désigne la faculté de nous détacher de cette même ambiance. À leur jonction, selon Dandieu, à la fois syntonique et causale, l'espace concret fournit la base à la fois du plaisir purement affectif et des hypothèses proprement scientifiques. Pour Minkowski aussi, ce sont surtout des différences de texture qui distinguent ces deux sphères dans l'espace vécu, notion qu'invoque explicitement Arnaud Dandieu et Alexandre Marc pour expliquer le passage de l'homme cartésien à l'homme concret dans un texte qui, refusé par la revue Recherche philosophique, sera d'abord publié en traduction espagnole à Montevideo en 1937 sous le titre Miseria y grandeza de lo espiritual. dont je cite son manuscrit français, l'homme concret vit dans, ou plus exactement, vit son espace, où ce qu'on appelle conventionnellement l'âme et le corps ne forment qu'une unité de vie, tout autre que cet être double dont les deux parties forment un monstre à la manière des frères siamois avec, d'un côté, le corps livré à l'espace abstrait, condamné au déterminisme mécanique et voué à une désapprobation morale plus ou moins explicite, et de l'autre, l'âme, fort ennuyée du voisinage compromettant de ce grossier personnage, lui préférant l'isolement intérieur. Preuve qu'en réalité, la personne se fonde sur l'être de chair et de sang qui naît, grandit, souffre, désire, jouit et meurt. Les moments privilégiés de Proust sont déclenchés par le contact avec fétiches constitués consciemment ou inconsciemment. Donc, ces évocations ne peuvent annuler le temps autrement que par affirmation de l'espace dans son double rôle de corps et de signe. Par là même, elles nous renseignent sur le rôle le plus mystérieux de l'espace dans l'évolution du psychisme humain. D'une part, c'est sur le corps et la matière que l'autre en tant qu'autre et l'autre en tant que semblable, c'est-à-dire l'hétérogène et l'homogène, et Dandieu se réfère ici à son ami Bataille, deviennent expérimentalement réversibles. Et d'autre part, c'est la persistance du solide qui assure au souvenir un potentiel d'actualisation. Le présent ne serait sans l'espace susceptible d'aucune souplesse.
Réduit à l'état punctiforme, comme il l'est dans l'abstrait, il n'existerait pas réellement. Or, le présent, loin d'être une fiction, est au contraire la base sur laquelle l'esprit édifie non seulement le passé et l'avenir, mais l'éternité. Tant il est vrai que la notion bergsonienne de l'espace est la négation même de la spatialité. Tel est bien le paradoxe de l'espace, continu, discontinu, éternité, présent, tout autre que l'étendue, d'après les schizophrènes et les savants, puisqu'il n'y a que là qu'intelligence et intuition sont d'accord, que réel et rationnel se superposent, et pourtant Bergson, avec raison, parle de la spatialisation comme déformante. Et là, je continue de citer dans Dieu, et Minkowski retrouve les traces de cette immatérialisation dans la schizophrénie. C'est donc qu'il y a espace et espace. Il y a l'espace intellectuel et l'espace affectif, l'étendue continue et le solide discontinu. Voir Meyerson, son livre « La déduction relativiste ». Ce qui est premier serait donc non la durée continue, mais le présent discontinu, c'est-à-dire le contact qu'il faut rétablir. C'est sur cette base qu'Arnaud Dandieu cherche à fonder l'équivalent d'une prima philosophia existentielle, renvoyant dos à dos cartésianisme et bergsonisme dans son Discours contre la méthode, texte inédit capital rédigé avec son ami Robert Aron en 1929 pour rendre compte de leur expérience d'une évidence tactile du réel qui s'était révélée à eux non pas au bout d'une chaîne de raisonnement, mais par surprise, dans un moment de relâchement de leur effort théorique soutenu. Telle une sorte de cogito de la chair, oserais-je dire, surgit sans crier gare d'un acte de présence au monde à demi volontaire, seule la notion affective de l'autre, selon eux, a une valeur synthétique qui lui permet d'unir les contraires, l'autre en tant que semblable, l'autre en tant qu'autre. Cette valeur originelle de l'autre, du plan de la deuxième personne, c'est, avant tout, hors de toute mystique idéaliste, qui n'y verrait qu'un pur rapport ou une idée pure, un contact, une adhésion à la vie et au présent. La personnalité n'est pas fermée. C'est un lieu d'échange perpétuel entre le monde et nous. L'individu où se rencontrent le réel et la pensée n'est ni parfait ni fixe. Il doit sa dignité et son tragique à sa situation de poste-frontière entre deux univers différents. Supprimer cette antinomie pour aboutir à l'unité, c'est supprimer toute angoisse et donc tout progrès réel. Certes, l'intégrité de notre moi a été pour l'homme une fiction héroïque, fiction, c'est-à-dire non point illusion, mais construction, non point mensonge, mais convention et limite, but et cause, ce que l'étude psychologique et sociologique de la pensée enfantine et de la mentalité primitive nous confirme, car la véritable action du concret comprend par le plaisir que sa forme individuelle n'est pas une réalité, mais une méthode de l'élan vital, d'après le manuscrit inédit « Recherche d'une morale ». Or, la société ni la religion n'ont fait la part du plaisir qui est celle de la discontinuité, de la révolution et de Dieu, selon Dandieu. Dans d'autres notes inédites, Dandieu a voulu saisir le rôle de l'idée de plaisir dans l'évolution des religions. L'économie hédonistique du salut éternel ferait entrer le plaisir sublimé dans le plan de la conscience. Dieu peut ici correspondre à la terre, la chair, l'autre comme point d'appui de la personne ou à l'élan vital qui la projette au-delà d'elle-même, mais qu'il entrave ce mouvement en devenant une idée fixe et il n'y a plus qu'une idole qu'il faut renverser. Avec l'actuel dégoût de l'action sacrée, dit Dandieu, isolé dans un cadre figé, se perd le consentement et la religion devient un impératif comme les autres. Elle perd sa valeur morale sentimentale, d'où la crise. Car l'opinion publique elle-même a déchiré le voile et ne croit plus, ayant besoin de croire encore. Mais l'humanité aime trop la vie, dit Dandieu, pour se contenter de la solution médiocre et stérile des libres penseurs. À plus forte raison devrait-elle aujourd'hui se méfier du projet transhumaniste de la libérer de cette condition mortelle. Et là, j'enchaîne avec Dandieu. En effet, qui avait comme prévu le coup, en quelque sorte. En effet, le moi de chaque individu, dit-il, n'est pas encore assez fort pour montrer que son but est non pas la domination par la violence, mais l'harmonie par le plaisir. La mort est donc bien le lien de solidarité brutale, matérielle pour ainsi dire, qui oblige l'homme à vivre en société et par là à rechercher des formes plus générales et plus perfectionnées de plaisir. Le but de la nouvelle morale doit donc être assuré par le plaisir, en même temps que la centralisation croissante de l'être, la dilatation sans cesse accrue de l'individu, le recul des frontières individuelles, c'est-à-dire en même temps que l'égoïsme rationnel, la pitié, la sympathie et le dévouement.
ce que Dandieu appela solidarité de la chair, qui rapproche le même du même dans un texte psychanalytique inédit sur l'évolution générale de l'instinct par la digestion du plaisir. Donc c'est pourquoi l'universalisme spirituel de la révolution personnaliste, tel qu'il la conçoit, a ici pour corollaire un patriotisme des communautés locales qui renforce l'élan individuel par un contact avec la collectivité, avec la terre natale, avec toutes les réalités sociales du matériel, contact vital, magique et précis à la fois de notre intérieur et du monde qui le limite, forme politique du sentiment métaphysique de l'autre. Ce que Dandieu demande, c'est la présence du présent, et il ne saurait y avoir de présence du présent hors de l'ici. Il ne saurait y avoir d'ici hors de la terre. Il ne saurait y avoir de terre sans qu'il y ait des pays. Or, toujours nous regardons maintenant, je cite un autre texte poétique d'Andieu, toujours nous regardons maintenant la terre et l'eau du dessus, à la manière panoramique, pourrait-on dire, des colonialistes découpant sur une carte en frontières rectilignes l'espace des continents dits vierges. Alors que Dandieu préfère voir la nature par le dessous. En regardant une prairie, dit-il, j'aime à frôler une herbe, à glisser le doigt sur la tige et pénétrer avec elle dans la terre, à connaître les choses par leur aspect tactile, étroit, et compter une à une les pierres. Alors se fait la véritable lumière de l'instinct, qui est en deçà de la profession et du sexe, où se rejoignent la foi qui vient de l'intérieur et la confiance qui vient du dehors. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a entendu dans la première communication aujourd'hui. Donc, le regard superficiel, dit-il, constate le monde et l'oublie. Les yeux trompent plus que les oreilles. Le toucher et l'odorat sont restés honnêtes. Et l'intelligence n'a pas même osé effleurer le goût qui demeure absolument synthétique. On trouve l'écho de ces préoccupations d'Arnaud Dandieu dans les titres de nombreux chapitres de Vers une cosmologie, fragment philosophique d'Eugène Miskowski, paru en 1936, des chapitres qui s'appellent « Retentir », l'auditif, et « Se répandre », l'olfactif, « Toucher », le tactile, et « Goûter », le gustatif, « Constitution et conflit ». Dandieu soutient en effet qu'il n'y a pas de plaisir possible sans matière, et donc sans deux éléments contraires, qui se fondraient en un seul dans l'élan qui les précipite l'un vers l'autre, sans une séparation due à un élément hétérogène entre eux, c'est-à-dire la matière, point d'appui du rythme qui devient ainsi en quelque sorte le critérium du plaisir par le fait qu'il est l'expression active de l'harmonie, dans les arts comme dans la vie. La différence, dit-il, entre le schizophrène et l'homme normal, c'est qu'il n'a pas confiance dans l'affinité de son corps et du solide extérieur, leur préférant les objets mécaniques. C'est que, contrairement aux apparences, le schizophrène a perdu la notion instinctive du privilège du solide. Du même coup, il n'a plus de présent. Réduit à l'état abstrait, le présent n'est plus pour lui qu'un vague souvenir. Mais ce serait par un singulier abus de langage que l'on dirait qu'il a perdu le temps et a conservé l'espace. Il n'a gardé que les conclusions du schéma cartésien de l'étendue. Il est devenu incapable de faire l'exclusion de l'hétérogène, qui est la base de la conception cartésienne, puisque la zone de conciliation entre homogène et hétérogène, semblables et autres, lui est fermée. En réalité, dit Dandieu, bien loin de s'appuyer sur le solide, le schizophrène le cherche. À l'opposé, cependant, la syntonie fusionnelle sans médiation physique est pour Dandieu un pire danger qu'incarne le romantisme, selon lui, en s'efforçant de purger le conflit essentiel de toute conciliation par la spatialité à force de mégalomanie temporalisante. Dandieu et Marx englobent ainsi, dans la même condamnation, le masochisme des intellectuels honteux que la grâce marxiste a visité et le nirvana agrémenté de fumeries d'opium des contempteurs de l'Occident, tous prêts à encenser les faux dieux des religions politiques. Là, ils font notamment allusion à des gens comme René Daumal, enfin, toute cette zone trouble entre fascination des religions orientales et du communisme qui sévissait, qui a sévi un certain temps à partir des années 30. Dandieu tient d'ailleurs à différencier le fétiche du Dieu. Le Dieu étant en quelque sorte le fétiche étant en quelque sorte à notre disposition. L'autre, au contraire, le Dieu suspendu au-dessus de nous à tout moment comme une menace contre laquelle nous sommes désarmés. Et il y a assurément quelque chose de commun, dit-il, entre le divin et le fétiche. Ils sont même identifiables. Mais l'aspect fétiche, c'est le Dieu déjà quelque peu humanisé. C'est en tout cas l'aspect par lequel nous pouvons, de notre propre mouvement, communiquer avec le surnaturel. À travers le fétiche,
C'est l'espace qui conserve le mieux l'impression de conciliation entre continu et discontinu, ce qui permet aussi de dégager le rôle de l'espace et plus spécialement du solide dans la genèse de la science, puisque le sentiment de l'intellection, comme le remarque Janet, reste tout proche de celui de la présence mystique. Or, le fétiche n'est pas seulement une partie du Dieu, c'est une partie très particulière, la partie spatiale et maniable, de préférence solide. Le solide constitue le pont méthodique entre monde banal et monde mystique, dans certaines circonstances privilégiées. Il sert de lubrifiant entre l'homme et ses dieux, de véhicule à la conscience entre le matériel et le surnaturel. Fin de la citation. Donc le fétiche joue ici le rôle métonymique d'objet partiel conjoignant surnaturel et nature, matière et esprit, âme et corps, puisque ceux-ci ne sont pas, pour les primitifs, distincts à l'origine, en vertu de la participation qui unit mystiquement chez lui, selon Lévi-Brûle, l'être et l'objet, le portrait et le modèle, le sang et la force d'un individu, etc. C'est que l'esprit, bien loin de s'élever du particulier concret au général abstrait, part de la généralité affective pour s'élever peu à peu vers la distinction du rationnel et du réel. Si c'est la science et non pas la magie qui a inventé le hasard, ce n'est pas qu'elle a renoncé à l'effort d'identification, caractère psychologique essentiel du raisonnement prélogique fournissant par participation la base métaphorique de tout langage, mais que, ayant au contraire perfectionné cet effort d'identification, le savant moderne, au lieu de n'admettre comme les primitifs que les termes qui se ressemblent, recherche systématiquement ceux qui s'excluent, quitte à faire abstraction de la plupart des caractères d'un objet particulier, pour n'en retenir qu'un moindre concret homogène se prêtant à la quantification standardisée par la mesure considérée comme acte, opération analogue à celle qui substitue à sa valeur d'usage une valeur d'échange purement comptable. Dandieu admet volontiers, avec son collaborateur, le mathématicien Claude Chevalet du groupe Bourbaki, que la plus grande conquête de l'intelligence humaine est la création d'un langage et d'un monde abstrait qui lui appartiennent en propre et qu'elle insère en quelque sorte de plus en plus profondément entre la personnalité concrète et le monde concret pour assurer au libre développement de l'affirmation personnelle une souplesse de plus en plus féconde. Mais une fois perdu de vue la raison d'être de la raison, étendre le champ de l'homogène d'un côté, mais pour renforcer le sentiment de l'hétérogène de l'autre, la tendance scientifique qui a permis à l'homme d'avoir une vie propre et de se dégager de l'emprise de la nature risque actuellement d'aller trop loin dans ce sens et de couper l'homme de son contact vital avec le monde qu'elle prétend rationaliser, quitte à faire passer l'homme de l'esclavage affectif du monde primitif à l'esclavage rationnel du monde technique. C'est ce qui fait dire à Robert Aron, rendant compte du livre de son ami Dandieu sur Marcel Proust, ses révélations psychologiques, dont l'influence est palpable dans le Proust de Samuel Beckett, que pour Dandieu, comme pour tous ceux qui croient à la nécessité de réduire les cadres rationnels, Marcel Proust peut apparaître comme un précurseur lyrique des conflits nécessaires afin de rétablir le contact humain avec le réel irrationnel. La Madeleine de Proust s'apparente en effet au fétiche en tant que partie maniable de l'expérience des lieux sacrés. Tous les fétiches renvoient à quelques degrés à un contact premier avec le sol au sens où l'éprouve Dandieu, non pas comme symbole, non pas comme puissance, non pas même comme espace, mais comme temple et comme obstacle, comme généralité affective et comme particulièrement concret. Mais ajoute-t-il, la personne qui a rompu ses amarres terriennes ne saurait revenir au nomadisme. Ni conquête, ni commerce ne saurait guérir la plaie de son flanc. Dandieu s'attarde en revanche sur l'exemple de la présence réelle de Dieu dans l'Eucharistie pour son rôle synthétique de fétiche, qu'il rapproche de celui de la terre. Et il s'appuie pour cela sur l'essai historique sur le sacrifice d'Alfred Loisy, un texte de 1920 de ce penseur catholique, mais ex-catholique, excommunié dans la crise moderniste, et qui montre le privilège de certaines matières, feu, eau, sang. Et il faut, dit-il, y joindre sperme et déjection, ongles, crachats, urine, matière fécale, comme le fait Bataille, sang menstruel, il réfère à Lévi-Brûle, et aussi certains aliments, blé, pain, vin, etc., qui semblent du reste, comme pour le vin et le sang de la messe, être tantôt des survivances de rites de saison, tantôt des matières de substitution à la chair et au sang. Une fois de plus, s'affirme ici le rôle de trait d'union avec le monde joué par le corps humain, considéré comme participant à l'existence, dans l'atmosphère spatiale où s'opère la conciliation indispensable, entre autres,
en tant qu'autre et autre en tant que semblable, sans quoi l'angoisse supplante la création et paralyse la psyché. D'où l'importance anthropologique de cet enjeu théologique, donc de la transsubstantiation, puisque si la foi ne peut plus imposer la présence réelle, dit dans Dieu, il faut que bientôt se manifeste une autre présence réelle. Le drapeau remplace l'hostie, l'uniforme, l'aigle ou la statue remplace l'autel, car l'homme ne saurait pas plus se passer de fétiche que de langage. Selon cette logique de l'idolâtrie, dégagée par dans Dieu dès 1919, c'est par une compensation à l'idéalisme puritain que le matérialisme se développe hypertrophiquement et vainement dans les sociétés modernes, tout comme le déraciné occidental ne doit sa passion des voyages qu'à un amour insatisfait de la terre. Mais rien que la terre ne saurait satisfaire sa soif d'équilibre. Il faut qu'il lui rende sa vertu catalysante. De même, dans le domaine plus secret de la croyance universelle, il faut à l'homme moderne les fétiches de chair et de sang, de bois ou de fer qui, quoique matériels, font partie réellement de la totalité mystérieuse qu'il appelle religion, progrès ou révolution. Dans l'échange économique également, affirme dans Dieu, le travail de l'argent n'est pas naturel, il est magique, il rend présent l'avenir, il est crédit, comme pour une lettre de change, c'est-à-dire acte de foi, et donc de l'ordre du don par sa dimension de risque et de gratuité que dans Dieu cherchera à libérer de l'abstraction bâtarde du capital financier, délire schizoïde dans lequel l'absence de la médiation spatiale d'un fétiche l'aurait fait basculer. Je cite son texte sur espace et travail, espace et monnaie. Il est remarquable que ce soit parmi les juifs nomades et les protestants qui ne croient pas à la présence réelle que le crédit se soit développé d'abord. Les premiers ne croient pas au bien terrestre, les seconds à la localisation du divin. D'un côté, l'homme est spiritualisé, de l'autre, il est intériorisé. Il faut une contrepartie. Elle est donnée par une surestimation de la puissance magique du signe monétaire. Dieu n'est point cher, ni terre, ni pain, ni vin, j'y consens, mais alors il faudra bien que la matière soit Dieu. Seulement, ce sera une matière uniforme, simple reflet du désir hypertrophié en quête de l'objet dont il a été sevré. À moins que, sur un champ nouveau, hors des fétiches périmés, on ne rétablisse le contact. But et ressort de la révolution créatrice, selon dans Dieu. Je n'ai pas ici le loisir de décrire en quoi cette révolution nécessaire devait consister pour dans Dieu et Aaron. Qu'il suffise, pour conclure, de dire qu'invité à présenter son programme politique dans la prestigieuse revue britannique The Criterion du poète T.S. Eliot, ils le résumèrent sur le titre significatif « Back to Flesh and Blood ». Merci. Voilà, je crois que nous avons eu un magnifique exposé qui fait le lien effectivement avec ce qui a été dit tout à l'heure. Alors, nous avons peut-être... nous prenons des questions maintenant ou nous les laissons? Oui. Alors, nous prenons les questions avant de passer la parole à notre dernier intervenant. Et puis tu as évoqué justement un certain Minkowski qui théorise l'espace. Et je me suis demandé, le temps vécu, je me suis demandé si c'était le même Minkowski qui avait permis à Einstein de... C'est pas le même? Non, non. Ok, l'autre était allemand. Ok. Mathématicien. C'était
les transformations mathématiques de Minkowski qui avaient permis à Einstein de découvrir la relativité. Okay. Moi, j'en aurais une question. Elle est toute courte. Est-ce que vous pourriez développer davantage dans ce que vous avez mentionné dans votre texte comme étant l'esclavage rationnel? Alors, bon, para los hispanohablantes quería que ampliara la cuestión de l'esclavage rationnel, l'esclavitud rationnelle. Ben, c'est très simple, c'est ce que nous a décrit notamment Jacques Dufresne. Cette hétéronomie qui est implicite au fait de devoir intérioriser les règles de fonctionnement technicien ou économique ou bureaucratique délocalisé c'est un système hors de notre portée, de notre influence réelle, dans lequel on peut que fonctionner comme un rouage, quoi, parce qu'autrement, il n'y a pas de souplesse pour une véritable interaction à partir de notre singularité comme composé singulier d'être et de corps, quoi. Il faut être branché dans tout ce système cybernétique. Il n'y a même pas besoin d'être électronique. Il n'était pas vraiment à l'époque, mais on pouvait très bien voir la tendance. C'est d'ailleurs exactement le même moment où Huxley a écrit Son meilleur des mondes, hein, qui a été lu qui a été publié au même moment en français en 1932. Donc tout ça, c'est des réflexions qu'on pouvait faire très tôt dans le processus. Et ce qui est intéressant dans le passage où je mentionne l'esclavage rationnel, c'est que ça s'oppose à l'esclavage affectif. C'est que sans doute à la différence d'un Klages, par exemple, et de toute une tendance de vitalisme, dans Dieu, essaie pas d'opposer ou de glorifier une tendance par rapport à l'autre ou d'éliminer. Pour lui, la dignité humaine repose sur cette capacité à la fois de participer à son ambiance spatiale, à son présent ici maintenant, et de s'en détacher par sa capacité d'abstraction pour pas tomber dans un esclavage affectif comme celui des sociétés traditionnelles. Où là aussi, on est comme agi par une sorte d'hétéronomie groupale, des entraînements collectifs plus ou moins codifiés, puis qui, en leur sens, eux sont très incarnés, mais c'est justement, ils laissent souvent peu de place à une prise fine de la personne sur les données de sa situation, quoi. Il peut y avoir une forme de prise en bloc, évidemment dans des cadres tribaux ou dans des phénomènes religieux ou il faut aussi avoir la capacité de distance critique, mais aussi d'une reprise personnelle avec les données de ces situations affective dans laquelle nous sommes en tant qu'être humain. Il faut avoir la capacité de distance et aussi de prendre appui sur cette capacité de distance pour créer du nouveau, hein, pour pouvoir se détacher, prendre une distance et prendre un contact à un autre niveau avec la réalité où on est. Donc, dans Dieu essaie de naviguer entre Charybde et Scylla, dans anciens esclavages affectifs traditionnels ou tribaux ou religieux, et les nouveaux esclavages rationnels, technologiques, rationalistes, bureaucratiques, économiques. Et c'est en ce sens-là qu'il est éminemment personnaliste. Il essaie de mettre le doigt et
sur ce qui fait sur l'être humain en tant qu'agent, mais sans sacrifier son implication, sa participation à un environnement, mais sans qu'il s'y réduise jamais. L'esprit dépasse toujours, quoi. Oui. Comme vous êtes traducteur en plusieurs langues, vous allez nous faire ça en italien et en espagnol? Je l'ai déjà fait par écrit, alors le texte est là, mais je ne peux pas faire ça. Je suis un traducteur, pas interprète. Voilà, moi non plus. Donc c'est presque impossible à traduire, mais hizo referencia principalmente a la ponencia anterior, como si fuera una buena explicación de la pregunta que hizo la señora. Dice que dans Dieu quiere defender la dignidad humana y navegar entre lo que es la esclavitud efectiva y la esclavitud, digamos, tecnológica, más o menos lo que puedo decir, resumiendo mucho, pero dice que lo mejor sería pues referirse a su ponencia en español. En italiano... No, ya no. Fatigata. J'aurais, moi, une question qui s'adresse au fond autant à M. Dufresne qu'à Christian Roy. Au fond, tout ce que vous avez évoqué, au fond, permettait que dans une sorte de fantaisie de l'esprit, on imagine que le chiffrage du monde aurait pu être quelque chose de contingent, c'est-à-dire aurait pu ne pas être. Ce chiffrage du monde qui a commencé avec Galilée et Descartes, peut-être au fond, on pourrait imaginer que il aurait pu ne pas exister, comme quoi il n'était pas nécessairement inéluctable, que ce n'était pas la seule voie possible de l'esprit, et que si au fond l'esprit humain, nommément l'esprit occidental, a choisi cette voie, c'est à partir d'un certain nombre de choix qu'il a fait et qu'il aurait pu ne pas faire. Donc c'est pas quelque chose d'absolument impératif que d'aller dans cette orientation-là. C'est ça que au fond, vos présentations évoquent dans mon esprit. C'est comme si le chiffrage du monde n'est pas impératif et pas indispensable. Nous ne sommes pas obligés d'être les victimes éternelles de ce chiffrage-là, à condition d'imaginer le choix originel, le moment où l'homme Galilée ou l'homme Descartes a décidé et sur quelle base l'a-t-il fait, a décidé de s'orienter de ce côté-là. Voilà. Alors, bon, c'est sûr qu'on peut très bien imaginer que pour qu'il puisse s'orienter de ce côté-là, il fallait qu'il y ait un concept qui puisse s'appeler la matière. C'est-à-dire, la matière, c'est quoi? C'est un ensemble de choses qui sont homogènes entre elles. Une matière, c'est quelque chose d'homogène. C'est un ensemble d'éléments qui se retrouvent ensemble entre eux et qui sont tellement homogènes qu'on ne peut pas les différencier, on peut simplement les mesurer. Donc, leur homogénéité nous oblige à oublier la qualité pour s'aventurer du côté de la quantité. Il y a cette... Oui, et je voudrais rebondir là-dessus parce que l'intérêt de Dieu, c'est qu'il ne répudie pas le fait de voir de capacité de réduire les aspects du réel à l'homogène, mais il insiste pour rappeler que c'est un acte qui fait ça. L'abstraction, c'est un acte. C'est-à-dire que c'est pas une description de la réalité. La réalité ne nous est pas donnée comme ça. Il faut par un saut de l'esprit qui en soi est éminemment respectable si on garde en tête que c'est l'acte d'un sujet incarné. On peut faire abstraction
de plusieurs des singularités de l'expérience et identifier certains traits. Alors, donc, on peut, il dit que la façon moderne ou scientifique d'identifier, c'est pas par les analogies métaphoriques sensuelles, mais c'est par l'exclusion de la plupart des caractères pour n'en garder que ceux qui s'excluent. Et au fond, c'est comme ça que procède justement le monde moderne depuis Descartes. L'étendue cartésienne, c'est ça. On exclut tous les caractères concrets du réel pour garder que seulement l'aspect quantifiable dans une grille homogène. Mais ça, c'est un accomplissement remarquable. Mais il faut se rappeler que c'est un sujet incarné qui fait ça. C'est quelque chose d'artificiel. Et donc, pas se laisser entraîner par le mouvement, pas être dupe de notre propre création de l'abstraction, quoi. En soi, une sorte de l'abstraction mathématique, par exemple, c'est pas de la folie, c'est du grand art, quoi. Mais n'oublions pas l'artiste. Voilà. Il y a quelqu'un qui pourrait traduire ça. Niet. Lui, C'est trop vieux. c'est... Mais bon. De toute façon, tout ça se retrouvera enregistré, puis j'aurai l'occasion de me revoir. Parce que c'est une discussion vraiment très intéressante. Ouais, je ne suis pas traducteur. Tutto questo discorso solleva moltissime questioni enormi e quindi non riesco neanche tanto a tradurre perché anche non ho forse neanche la preparazione per seguire tutta questa però rispetto a quello che diceva appunto prima Christian, io mi chiedo se questa incarnazione di cui stiamo parlando, forse esco proprio dalle righe perché non sia proprio rispetto alla meccanizzazione e a quello che diceva Christian, la possibilità di essere se stessi critici, no? Rispetto a una eventuale diciamo obbligatorietà che si nota ad esempio anche nelle tradizioni popolari, nelle società tradizionali, di dover diciamo far parte di una cultura, no? Per cui che si fa parte di una cultura, quindi non c'è questa criticità e distacco e possibilità individualistica di poter rispondere criticamente a questa realtà. Mi chiedo se invece il discorso sull'incarnazione che qui facciamo in questo congresso non ci porti invece a un ritorno alla relazione, alla necessità della relazione sociale anche, cioè Jeff Graham, eccetera, eccetera, di cui anche ho parlato nel mio, la necessità che ha l'uomo di relazionarsi e quindi in questa scelta, è una scelta che noi, perché l'umanità fa delle scelte, ha deciso di andare avanti su questo modo culturale di procedere di civiltà, almeno in Occidente, se noi invece non ci sia sotto la necessità di ritrovare invece la relazione sia iniziando dalla madre nell'incarnazione, nel ritrovare nel corpo e non nella mente che decide razionalmente di fare una cosa piuttosto che l'altra, e quindi nel proprio corpo e quindi anche nella relazione agli altri il proprio modo di essere. Est-ce que je peux... Tradurre in francese? Non, mais... Est-ce que je peux... Ouais. Oui, je peux traduire un peu comme introduction à ma réponse. Oui, bon, j'ai souligné à propos dans Dieu l'effort de détachement critique par rapport qui a été introduit dans l'histoire essentiellement occidentale
par rapport aux appartenances spontanées des mondes traditionnels, etc., mais comment le défi dans une réflexion sur l'incarnation comme nous la menons, c'est pas de recréer de la relation à partir de certaines données de base, comme bon, le rapport à la mer, etc. C'est précisément le propos dans Dieu, quoi. Mais il essaie de créer ce type de relation vivante sur le modèle du don anthropologique, en s'inspirant de Mauss, mais en essayant de voir comment on peut par un effort critique suprême, se détacher même de la rationalisation industrielle pour retrouver des rapports de dons dans notre vie personnelle, économique et politique, et reconstruire la cité sur une telle base, mais en évitant les impasses du genre de circuit de nations plutôt automatiques des sociétés tribales, mais en faire quelque chose de conscient, de plus volontaire, quoi. C'est ça l'espèce de dépassement dialectique, pourrait-on dire, qu'il essaie d'effectuer entre le monde traditionnel et le monde moderne. Recréer du lien par le don incarné, mais de façon consciente et non pas automatique. Donc c'est la façon à la fois de se détacher du monde industriel, mais sans retomber dans des réflexes tribaux. Voilà. No, lui dice sì, che, cioè forse in sintesi, che appunto lui ha fatto riferimento a Dandieu, che fa riferimento solo da Mauss e alla questione della cultura, chiamiamo la cultura del dono, che in realtà è quello scambio in qualche modo circolare ma anche a 3 dimensioni se vogliamo, e quindi lo scopo è quello di ritornare, recuperare delle dimensioni, diciamo, che sono presenti nella cultura etnica, nelle culture etniche, che sono per esempio quelle del dono, che in realtà appunto sono tutti studi che si stanno anche in Italia riprendendo, quelli della circolarità del dono, per ritrovarli però liberi dalla dimensione tribale, diciamo, dalle dimensioni che a noi non piacciono, diciamo, di tipo tribale, però riprendendo questa dimensione circolare che poi è quella della vita, perché se pensiamo anche a Bateson piuttosto che il paradigma della complessità, c'è questa circolarità che esprime e rappresenta la vita, no? Sì, allora io mi complimento con Christian Blois e ho visto anche dei forti collegamenti con la relazione precedente di Jacques Wilfens su questa appunto disumanizzazione, no? L'automatismo, la meccanizzazione. Allora mi chiedevo, cioè noi viviamo, ecco, se non siamo anche d'accordo sul fatto che noi viviamo in culture che hanno represso l'emotività come qualcosa di sfavorevole, cioè il piangere, il perdere la pazienza, l'arrossire, tutte queste emersioni, diciamo, di emozioni, di emotività, sono considerate diciamo negativamente dalla cultura contemporanea, e questo, diciamo, tende, a mio modo di vedere, anche a rendere l'uomo sempre più simile a una macchina autocontrollata, quindi in qualche modo a perdere quella espressione di vitalità che fa parte proprio anche dell'imperfezione umana, che è distante dal modello del computer. Quindi non so se questo oltre alla relazione, condivido pienamente tutto quello che è stato detto sulla relazione, eccetera, ma la relazione si fonda anche sullo scambio delle emozioni, principalmente su scambi di emozioni.
e credo che diciamo, la soppressione dell'emotività finisca poi per alterare anche questa possibilità di creare relazioni significative. Comunque grazie per gli stimoli che avete dato questa mattina. Je crois qu'il Non so faut... se è arrivato. Mais je crois qu'il faut bientôt passer au prochain. Il me semble que là, pour les Espagnols, c'est à peu près clair. Enfin, si j'ai bien compris votre intervention, que vous regrettez, enfin, il n'y a plus d'émotivité, tout est mécanisé, le machine, autocontrôlé, et on a perdu au fond l'émotivité, si j'ai bien compris. Hemos perdido todo el aspecto de la emoción, que es el hombre máquina y que bueno, autocontrolado y que todo eso pues parece como una lástima, ¿no? Je crois qu'il faut passer, on est presque dans les temps, nous allons avoir maintenant notre nouvel intervenant. Merci beaucoup à Claude Roy. Christian Roy, c'est toujours Claude, pourquoi, voilà. C'est comme moi, je suis Jean-Marie, Jean, tout ce qu'on veut. Bienvenue. Merci. Je vous ai mis la tartine. Ah là là, Ah bah vous en vouliez. j'en veux, oui, j'en veux. Sinon, psychanalyste, ça me suffit. Hein. Pas besoin de Encore une référence. fois, je suis fatigué tout à coup. Lève. 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 Pourquoi j'arrive pas? Lève.